Madame, monsieur, bonsoir. Nous allons faire une émission avec peu de monde, mais des gens de qualité. Jules Duranty, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ben, ça peut toujours aller. La grosse grippe, là, comment ça s'appelle encore, le chikungunya? Chikungunya. Fini, terminé. Oui, elle sévit encore, mais... toi, t'es épargné. Mais moi, tu as survécu. Voilà. Il dit, pas encore de chikungunya. Peut-être il passait mon parole. Ouais, j'ai quitté fait d'affaires. Il y a eu une étude française qui a été publiée dans la revue Occupational Environment Medicine concernant les liens entre tumeur cérébrale et l'utilisation du téléphone portable. Bon, ça a fait le buzz, tout le monde l'a eu. Et moi aussi, j'ai communiqué ça à tous les copains, puis j'ai regardé mon portable comme l'ennemi, quoi, le nouvel ennemi. Surtout que le chiffre, c'est 15 heures par mois. Mais tout le monde qui a téléphoné 15 heures par mois. C'est évident. Et puis attendez, le professeur Roger Salamon, directeur de l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement, qui avait d'ailleurs parrainé l'étude, s'est étonné de l'explosion médiatique que ça avait fait. Et puis il est intervenu en expliquant que les scientifiques qui ont participé à ça sont complètement dépassés par les messages alarmistes qui, comme les jeux de société, ont transformé une simple information scientifique qui était qu'en fait, il n'y a pas de lien établi écoutez-moi bien, entre l'apparition d'une tumeur du cerveau et l'utilisation du portable. Il n'y a pas de lien établi entre l'apparition d'une tumeur et l'utilisation du portable. En revanche, on trouve une relation statistique, l'homme des statistiques va me comprendre, dans les cas du gliome, qui est une forme de tumeur mineure, face à de gros utilisateurs de téléphone. Gros utilisateurs, c'est effectivement celui qui dépasse les 15 heures. Alors le risque serait multiplié par 2. Je donne les probabilités de déclencher un gliome en dehors de toute interaction avec un portable pour tout le monde, sans portable, autrement en langage simple. Ça veut dire que la probabilité est de 5 à 6 pour 100 000 personnes. 5 à 6 pour 100 000. Et avec le portable en dose, bien au-delà des 15 heures dont tu parles, ce sera de 8 à 10 pour 100 000. Alors comme il dit, calmons-nous, calmons-nous. Alors peut-être qu'il a été entre-temps parrainé par le lobby des... On l'a calmé. Ouais. Bon, mais enfin, il a remis les choses à leur place et je pense que c'est raisonnable. Ça veut dire, ça n'empêche pas qu'il faille faire très attention et ne pas exagérer, parce que je vois des gens qui sont en permanence, donc peut-être moi, avec le téléphone à l'oreille. Il y a des amplis, il y a des moyens, il y a des prothèses, enfin il y a des amplifications quelconques, voitures et tout, il faut mieux utiliser ça. Non, et puis quand on voit aussi quelquefois la manière dont est fait un téléphone, si tu veux tous les composants. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu par exemple un téléphone qui a explosé. Oui. Est-ce que c'est parce que justement les composants, quelquefois on cherche, on sait très bien qu'avec 2 téléphones qui se ressemblent, il y en a un qui va coûter moins cher, tout simplement parce que les composants et ces composants-là qui sont peut-être utilisés, qui sont moins chers, est-ce qu'ils ne sont pas aussi nocifs que d'autres? Bon, ça aussi, c'est le genre de question où on peut se poser. Au niveau de la consommation, il y a du travail à faire. Ce que l'on consomme, ce qu'on utilise, il y a du boulot à faire. Ce qui est assez surprenant, c'est que on est entre guillemets dans une consommation qui peut être périlleuse depuis, on va dire, 1946. Oui. C'est là l'explosion de la consommation. Industrielle. Et donc la dangerosité des produits, la courbe augmente, et en même temps, l'espérance de vie explose. Quoi. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc on se tait et puis on continue à vivre. On continue à vivre longtemps, dangereusement. On vit longtemps, dangereusement. Et parfois mal. Revenons à nos petits problèmes locaux. J'ai lu un article de M. Garcés Malsa dans Justice, donc il faut bien qu'on parle de la presse, qui explique qu'il faut profiter de l'amplification des demandes de réparation sur la scène internationale. Vous avez compris qu'on est au mois de mai, tout le monde a vu ça. Et que la 14e édition du convoi devra tout mettre en œuvre pour rapprocher davantage l'Afrique de sa diaspora et accélérer l'unité qui marquera le début de l'inversion de l'histoire au profit des déshérités. Et il précise, je dis bien, de tous les déshérités. Je voudrais vous laisser vous exprimer sur le fait qu'il nous propose de nous rapprocher de l'Afrique.
Autrement que le folklore, autrement que la petite chemise que tu as sur toi, Jules, ça nous empêcher de l'Afrique. Tu as dit qu'on est dans un combat pour l'Afrique. J'ai dit, je te donne la parole. Alors. Je te donne la parole. Et puis après, après notre panafricaniste. Non, notre créoliste. Alors justement, quand tu parles de créolistes, je sais que les africanistes sont pas toujours... ils sont agacés par le créolisme. Ils sont agacés par le créole, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, moi je suis de ceux qui pensent quand une fleur est allée ailleurs et elle a poussé... elle a autant de gènes de qualité, de là où elle sort, de là où il vient. Bon, et ça c'est personnel. C'est une conception personnelle qui va dans le sens de la créolisation. Ouais. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, on voit aussi ce côté dire que bon, il faut tout mettre sous l'Afrique. Je pense qu'on ne peut pas nier qu'on a l'Afrique en nous, mais on ne peut pas dire non plus que nous sommes africains. Voilà. On continue. La Caraïbe a besoin. Je te laisse. Je te laisse là-dessus. Non, parce qu'il y a des choses que tu vas t'exprimer mieux. Parce que bon, non, j'aimerais revenir sur. Oui, ça c'est de l'esthétique, mais vas-y quand même. Mais bon, je pense qu'à toute chose, que tout sujet doit être d'abord compris, étudié et doit faire l'objet d'une diffusion d'informations. Donc, si j'ai pas de conseils à donner à García Massa, mais la première chose qu'il devrait faire avec ces mouvements, c'est de commencer par informer les gens sur ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Voilà. De faire des émissions sur l'Afrique, d'inviter des Africains, de remonter l'histoire, mais pas d'imposer quelque chose ou même d'inciter les gens à un sujet doit être compris d'abord avant d'être accepté. Oui, de voir quels sont les pays africains qui ont besoin de ressources humaines. Voilà. De faire le pont entre certains pays africains. Et là, il y a du boulot pour que les cadres antillais aillent là-bas. Lister les Martiniquais qui sont installés. Voilà. Nous, on avait fait le lien avec un Martiniquais qui est installé au Nigeria et qui travaille chez Bouygues et qui construisait le siège social de British Airways. Par exemple. Voilà, des choses comme ça qui peuvent faire avancer le panafricanisme. Que son association, effectivement, bénéficie du charisme de ses membres pour faire des choses concrètes. Voilà. Excuse-moi, quand on parle de l'Afrique, quand on parle de l'Europe, je suis désolé, le Nigeria et puis le Sénégal... Rien à voir. Oui, on est d'accord. Alors, je continue sur Malsa, on n'a pas fini encore avec lui. La Caraïbe a besoin de la spiritualité africaine qui lui a fait défaut. Donc la Caraïbe n'aurait pas de spiritualité. Mais on continue le discours de Dakar de M. Malsa. Le discours de Dakar, il a été écrit par qui c'est d'abord le même. Son guéno local. Je continue. L'Afrique rayonnera sur le monde. Écoutez bien ça, monsieur, parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Quand sa diaspora lui fournira toute sa science, sa technologie et son dynamisme économique. Comment dire, l'Afrique comme elle est là... C'est pas beau. A besoin de nous, là. Et puis sinon, je répète, l'Afrique rayonnera sur le monde quand sa diaspora lui fournira toute sa science, sa technologie et son dynamisme économique. C'est pire que Sarkozy. Hein. C'est-à-dire que les types, ils sont ignorants. Quoi. Ils sont dans le bouillard. Mais non, alors qu'on sait que, par exemple, l'Afrique du Sud, c'est un des pays les plus avancés. Avec un taux de croissance et puis un PIB. Le Nigeria, même le Ghana, la Côte d'Ivoire. Malgré toutes ces difficultés, à son taux de croissance de 3-4%. Les plus brillants joueurs de football d'Europe sont quand même, pour la plupart, des joueurs africains. Formés dans des écoles de football. C'est par là qu'il y a eu pour le football. Et un certain nombre d'économistes. Quand on regarde, par exemple, l'une des ministres, le premier ministre du Nigeria, c'est une femme qui a travaillé au FMI, à la Banque mondiale. Non, il faut être en sérieux. Monsieur Malsa, c'est en sérieux. Pas dire n'importe quoi non plus. Alors on continue, mais je suis sur lui encore. Alors il continue, brusquement, Malsa découvre un mot à la mode. Là encore, Mandela sert de référence quand, après sa sortie de prison, où il est resté près de 28 années, il transcende toute haine, toute rancœur pour faire la paix avec ses bourreaux. Malsa de conclure, la paix n'est-elle pas l'âme du bonheur?
Malsa, c'est Malsa. Bon, sans commentaire. C'est nouveau, là. Oui. Là, c'est nouveau. Alors, espérons que ça soit tendanciel. C'est un choix définitif. Ça sera tendanciel et définitif. Parce qu'il a fait des tribunes plutôt dures sur la réconciliation avec les béquets, etc. Bon. Peut-être que c'est le la sagesse. C'est bien. Félicitations. Ça, c'était félicitations. Ça, c'était dans justice. J'ai pris un article de justice. Comme quoi, les Bougagas, écoutez-nous, ils comprennent nous pas qu'à lire. On lit tout. Tout ce qui sort est lu. On lit tout. Ça s'appelle le kiosque. Alors, Cruisol et les Européennes. Ça, c'est dans le progressiste. Alors, j'ai pris des choses qui sont intéressantes. Toujours des choses paradoxales. Rodolphe Désiré nous explique que le concept de région ultra-périphérique, avant 184, l'a été par Aimé Césaire et par Darcière. C'est possible. Je vous laisse. C'est possible. C'est un débat d'historien. J'ai pas vérifié. Bon, mais ça c'est à vérifier. Je demande aux historiens qui nous écoutent de regarder si effectivement le concept d'ultra-périphéricité a été inventé par Camille Darcière et par Aimé Césaire. Il continue. Économiquement, l'Europe est très importante pour nous. Il faut lui rappeler les données de base. Ouais. L'Europe, c'est 100 millions d'euros par an en Martinique. C'est l'équivalent, je le répète encore une fois, du chiffre d'affaires d'un gros hypermarché. Donc non, si l'Europe voulait vraiment développer les DOM, elle ne donnerait pas aux DOM, à chacun des DOM, en fait au plus important, Martinique, Guadeloupe, Réunion, 100 millions par an. Il nous faudrait beaucoup plus. La France nous donne combien ? La France, rien que par un certain nombre de transferts, les investissements de l'État français, c'est plus d'1 milliard par an. Donc, et l'Europe, c'est 100 millions. La sécurité sociale, c'est combien ? La sécurité sociale, c'est 1,2 milliard d'euros de dépenses directes. Et l'Europe, c'est combien ? 100 millions. Faut arrêter de nous dire des bêtises. Alors peut-être que les journalistes... En clair, si l'Europe disparaît, l'Europe dit, bon, allez, on ne vous donne plus un rond. On s'en fout. Ça aura des conséquences, c'est clair, sur un certain nombre de gros projets. Quelques projets, les projets Interreg, nous allons continuer. C'est la raison pour laquelle Saint-Barthélemy veut échapper. Ils ne veulent pas. Ils ont fait le calcul. Disons ça aux gens pour qu'ils comprennent bien. Ils ont fait le calcul. En clair, pourquoi certains pays disent « Attendez, on ne veut plus de l'Europe, même s'ils nous donnent des aides ». Parce que la fiscalité ou les contraintes économiques sont telles, parce qu'on est dans un marché, donc il y a des règles, sont telles que ça vaut mieux d'en sortir. D'avoir notre liberté fiscale, notre liberté... Alors, il faut donner un exemple. Exactement. Le Groenland, qui est entre guillemets une colonie du Danemark, a dit au Danemark, vous êtes qu'à rentrer dans l'Europe, mais nous pas qu'à rentrer. Hein, parce que nous, on aura notre propre fiscalité, on aura nos propres quotas de pêche, par exemple. Nous, on est dans l'Europe, mais on peut pas pêcher comme on veut. On peut même pas mettre les moteurs qu'on veut sur nos bateaux. Donc, il faut faire le calcul. Nous dépendons étroitement de la pêche depuis que, économiquement, c'est ça qui nous reste. Bon. Est-ce qu'il faut faire le calcul, mais personne n'ose le faire. Personne. Est-ce que si on sort de l'Europe, ça va nous rapporter plus d'argent qu'on en perdra? Avec la liberté de l'initiative fiscale qu'on aura. Rien que sur les droits de douane, ça nous rapportera beaucoup plus que ce que nous donne l'Europe aujourd'hui. Donc, docteur Désiré, et Jean Couzol et l'ensemble du PPM... Mais ils ont raison de poser la question, parce que sur certains secteurs, clairement, c'est une catastrophe si on sort de l'Europe. Oui, mais par exemple, la banane. Oui. Si on sort de l'Europe, il n'y a plus de banane, c'est fini. Mais il faut peser le pour et le contre. Alors, je continue. Dans un monde globalisé, nous avons des intérêts géostratégiques. Ma tablette se casse la figure. Nous avons des intérêts géostratégiques qu'il importe de préserver, de défendre. Oui, un peu. Mais pas nous, France. Oui, je crois qu'il faut valoriser ces intérêts géostratégiques. Les rentabiliser. Mais oui, dire qu'on vous sert, non pas de plateforme avancée, j'ai même pas cette formule-là. Tu te souviens, la plateforme avancée de Giscard d'Estaing. Ouais, c'est assez difficile à admettre. Bon, mais on peut vous aider et puis donner les ressources futures du sous-sol maritime. Considérable. Jude, est-ce que tu, en tant que Martiniquais du terrain, est-ce que l'Europe veut dire quelque chose pour les Martiniquais? Peut-être quand ils voient pas toujours visibles. Des travaux et puis le petit logo. Mais bon, je crois que véritablement c'est sur les grands, les grands chantiers de ce type-là
Ouais. Bon, Qui a une visibilité. Oui. Mais sinon, l'Europe, au quotidien, nous pas qu'à sentir. Au quotidien, on n'a pas vraiment, à mon avis, cette notion de, sauf certaines entreprises ou bien... c'est le secteur, comme disait Eddy, la banane, quoi. Voilà, mais à mon avis, non. L'Europe n'a pas sauvé la nana, l'Europe n'est pas en train de réellement de sauver l'Europe, ce sont les AOC qui ont sauvé l'Europe. D'ailleurs, bon, quand on regarde la réaction des gens vis-à-vis des élections qui auront, et puis quand on les écoute, bon, l'Europe... Ils sont à 14. On est à 15% de participation. La participation la plus faible de toutes les élections. C'est une catastrophe. Et qui est allé décrescendo. Oui, qui descend. Parce qu'au début, on a accru un petit peu. On était à 30, on est descendu à 15. Alors, le candidat Jean Couzol serait le meilleur candidat capable de défendre nos intérêts et de sensibiliser l'Europe, écoutez bien, de sensibiliser l'Europe et le monde à nos valeurs identitaires et spécifiques. Allez, très honnêtement. C'est vrai que... Honnêtement. Si on vous a remonté, puis qu'elle dit attention, nous avons des valeurs identitaires spécifiques, sauvez-les. Bon. Avec les intérêts qu'il y a de l'Europe, 700 représentants, il paraît que ça ne s'appelle pas des députés. 751 représentants, etc. Bon, enfin. Alors, no comment. Monsieur Letchimy, à cette occasion, c'était la présentation du candidat, nous explique que l'histoire des RUP, c'est l'histoire de la Martinique. On va causer ça quand même, pour savoir si réellement les RUP, l'ultra-périphicité, c'est nous, quoi. Bon. Il explique que nous avons la responsabilité. Alors, ça, idéologiquement, c'est important. Et c'est important, parce que c'est quand même le président du PPM qui dit que nous avons la responsabilité et le devoir de continuer la bataille de l'intégration de notre pays à l'Europe. L'histoire le dira. Disons que on peut réagir sur ça, parce que c'est quand même des choix politiques. Excuse-moi. On peut très bien avoir les aides de l'Europe sans être intégré à l'Europe. Hein, tout à fait. Ok, bon, fermons la parenthèse. Oui. Continue. Non, mais là, il y a un choix politique qui est le suivant, qui est de dire, est-ce que pour... Et c'est assez subtil. Est-ce que pour conquérir les marchés proches, caribéens, latino-américains, c'est pas mieux de se travestir en européen pour pénétrer grâce aux accords spécifiques, plutôt que d'y aller en direct, quoi, en disant je suis martiniquais. C'est un choix. Je suis martiniquais, ça préserve l'identité, ça fait ressortir le caractère, on va dire, la fierté nationale, etc. Ça peut aussi, ça peut aussi représenter des produits à coût moins et concurrentiels par rapport au marché, parce que nous aurons une initiative fiscale, ça peut représenter ça aussi. Donc on peut affronter les marchés. Tout à fait. Les négatives listes, etc., qui nous mettent sous le nez, on peut rentrer sur eux quand même. Bon. Mais voilà, donc par contre, se déguiser en européen, comme l'Europe a une volonté de rééquilibrer le marché en sa faveur par rapport aux États-Unis, c'est s'engouffrer avec eux sur des marchés. Prenons un exemple concret que les gens comprennent bien. Un type qui est en Jamaïque qui veut importer du vin français, il y en a plein. Bon, le vin français va à Londres, il monte sur un bateau ou il va dans un avion anglais et il va en Jamaïque. L'idée, ce serait de dire, mais pourquoi toutes les importations, on ne regrouperait pas toutes les importations de vin français en Martinique, et ensuite, on ferait un dispatchage. Comme ça, on prendrait au moins une partie du service. À l'occasion, on créerait un service, quoi. Voilà. Parce qu'il n'existe pas. Voilà. Qui n'existe plus, mais qui existait à l'époque. Voilà. Alors, l'intégration encore plus avant, c'est ça. C'est de dire, bon, écoutez les mecs, on va être vos Européens dans la région. Alors que l'autre choix, ce serait de dire, attendez, nous sommes européens, très bien, d'accord, mais nous avons une spécificité face aux autres. Moi, j'ai pas de préférence. Là aussi, il faut étudier. C'est un choix politique. Voilà. Bon, peut-être, juste pour envoyer un petit peu la balle à Jean Couzol, il ne faut quand même pas oublier qu'un député européen gagne plus qu'un ministre français. Hein. C'est ça. Ils sont à 10 500 €, puisque il faut que les gens le sachent, 10 500 € net par mois. C'est ça. Hein, faut quand même, ça pèse un tout petit peu dans la balance. Avec un taux de présence qui peut être quasiment nul, personne ne vient. Et un taux d'imposition presque nul. Presque nul.
Alors, a ajouté le président du BPM que l'Europe a besoin des 90%, et là je suis d'accord avec lui, 90% des surfaces maritimes qui se trouvent en outre-mer. Elle a besoin dans ses projets de nos positions géostratégiques et géopolitiques, c'est évident. À nous d'être assez intelligents pour en bénéficier. Alors, j'ai bien aimé ce qu'a dit Jean Clouzol. Il va se battre pour que nous puissions prendre la place qui nous revient. Et il a ajouté, je suis du parti, dans le parti, et je suis la force que vous me soufflez. Puis j'ai pensé tout récemment encore, il était secrétaire général du Parti socialiste. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois avoir l'esprit négatif. Ça, c'est méchant. Oui, absolument. Bon. Toujours dans la presse, parce qu'aujourd'hui on fait une sorte de revue de presse, j'ai lu un article, j'étais persuadé que Daniel Compère sera avec nous. Je voulais lui dire que quand on fait un titre de journal et qu'on dit « Le conseil municipal mené de main de maître », le conseil municipal mené de maître par Didier Laguerre, c'est pas indispensable. Pourquoi Bougra est élu, j'ai boosté, qu'est-ce que tu as pensé? Non, ça veut dire qu'il y avait, entre guillemets, une suspicion. Voilà, un doute. Ouais, alors, mais bon, tout le monde sait que Didier Laguerre était capable il n'avait pas d'oreille de charisme, arrête, Jules méchant, il n'avait pas de charisme particulier, mais qu'il était capable de mener un conseil municipal. Oui, surtout qu'il est capable de mener une commission d'appel d'offres. Ça, c'est autrement plus compliqué que conseil municipal. On peut le gonfler maintenant dans le progressiste. Alors bon, monsieur Molly, nous, c'est agaçant, quoi. Bon, nous lisons le journal. Alors, mené de maître par Didier. Ce que Jules a oublié de dire, c'est que c'est l'origine le lieu géographique d'origine du doute. C'était peut-être au sein même du BPM. Il n'a pas osé le dire. Tu es encore plus pervers. Mais non. Tu es encore plus pervers. Ses camarades de quoi il parle, il est tellement content. Il est bon. Il mène de mettre le conseil municipal. Non, Didier Laguerre était capable de mener de maître. Largement. Je suis encore plus méchant, plus mauvaise langue. Si Raymond lui restait 6 ans. Didier Laguerre me fait. Bon, allez. Non, beaucoup de respect pour ces gens-là qui sont capables de mener tous les deux, des gens de qualité, etc. Alors, par contre, alors ça c'est au rédacteur en chef du progressiste que je m'adresse, et je voulais le taquiner. J'ai lu carrément, et puis ça a été explicité dans la relation des travaux du conseil municipal, que le conseil municipal a décidé, écoute-moi bien, l'apport en nature et à titre pur et simple à la société CEMAF de l'ensemble immobilier d'une superficie de 7 985 mètres carrés. Moi, je dis, mon Dieu, si il a la jole. Et après, dans le texte, on explique que ça a été valorisé et qu'en contrepartie, la ville a des actions. Donc, c'est une vente, c'est pas un apport. Bon, c'était pour le taquiner. Bon, je vais le taquiner à distance. OK. Avez-vous vu cette annonce de Mme Paul Angevin et de Mme Naja Vallaud-Belkacem qu'il y a un appel à projet pour du fonds d'expérimentation pour la jeunesse, pour des projets innovants pour prévenir les stéréotypes sexistes et les violences faites aux femmes. C'est bien, c'est superbement bien. C'est rien d'excitant, ça ne va pas faire frémir les gens dans les chaumières, mais je dis qu'il faut qu'on en parle parce que c'est bien. Madame Paul Angevin commence avec un truc fort. Voilà, mais c'est avec ce genre de trucs-là, ce genre d'initiatives qui sont très concrètes. Parce que, bon, évidemment, comme tu le dis, ça ne va pas toucher la masse de la population, mais les gens que ça va concerner, ça va leur faire énormément de bien. Des chiffres, en Guadeloupe, entre 2008 et 2011, 15 femmes ont été victimes de meurtres. Ouais. La moitié de ces meurtres commis par leur conjoint ou un partenaire. Entre 2008 et 2011, 15 femmes, boum, tuées par leur conjoint, qui étaient maïepi, qui étaient maïo, etc. En France, c'est 126. Alors, j'avais des chiffres, c'est 126 femmes tuées par leur conjoint et 21 hommes tués par leurs femmes. Donc on voit bien Alors, 6 Réunionnaises en 2011. En un an. 6 Réunionnaises sont décédées en 2011, 6 en un an. Très fort, 6 femmes tuées par alors que sous les coups de leur conjoint, soit près de 4%, soit près de 4% des Françaises qui ont soit près de 4% de l'ensemble des Françaises qui sont françaises, qui ont succombé aux violences de leurs partenaires, alors que la Réunion ne représente que 1%. 4%. 1% de la population française. Ouais. Et 9% seulement de cas de violence en La Réunion donnent lieu à des dépôts de plainte. Il faut finir avec ça, messieurs, nos cousins, nos parents, nos camarades. Arrêtez de battre vos femmes, arrêtez de violenter les femmes. Soyez hommes, soyez dignes, quoi.
parler, arrêter de lever la main, d'arriver éméché, puis de refuser quand vous demande d'où vous sortez, où vous allez. Bon, on fait la morale, mais enfin, ça quand même nous l'aide, quoi. Hein. Nous tous, quoi, ça nous concerne tous. Voilà. Il est trop bon. Les régionales repoussées non pas à mars 2016, mais à l'automne 2015. Ben, il y a un certain nombre de personnes qui disaient qu'on avait besoin de temps. Peut-être que... Ah non, mais là, on a besoin réellement de temps. Puis il s'agit là, on va supprimer les départements, on va concentrer les régions. Là, on ne peut pas dire que c'est une manœuvre pour laisser le chronomètre faire vieillir M. Lise et M. Marie-Jeanne. Là, c'est un truc sérieux, quoi. Ouais. On n'est pas concerné par cette histoire-là, quoi. Ça a des conséquences, mais c'est pas pour nous c'est pas un plan. Vas-y, mais je vais reprendre la parole. Ouais. Ça a des conséquences directes pour nous, puisque la date probable de l'élection à l'Assemblée, on l'appelons ça comme ça, l'Assemblée unique. L'Assemblée unique, ouais. La collectivité territoriale de Martinique va être probablement déplacée. Enfin, la CTM. La CTM va être déplacée. Donc puisque le texte qu'il a institué, voilà. Il y a identité législative entre la région et donc les élections. Voilà, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que le mandat des conseillers territoriaux, des futurs conseillers territoriaux commencera à la fin de ceux des conseillers régionaux. Voilà, et devra avoir la même durée, sur la même période que ceux de l'ensemble de la France. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'identité législative. C'est surtout ça, très concrètement. Ça veut dire que les partis politiques d'ici ont 6 mois de plus, quoi, pour préparer. Puis les gens qui préparent là encore, ils n'aiment pas le mot, mais la fusion ou l'adjonction, enfin bon, bref. La collectivité unique ont 6 mois de plus pour faire que ça fonctionne. Mais bon, ça ne va pas fonctionner bien, pas se faire d'illusions. Ça ne va pas fonctionner de manière optimale dès le 1er septembre ou le 1er octobre. On ne sait pas exactement à quelle date. Bon, on est d'accord là-dessus. Bon, il faut que le périmètre des régions soit fixé 1 an avant les élections. Ouais. C'est la tradition. Enfin, mais plus largement, il y a quand même là, enfin, nous on est un peu loin, mais en France c'est une révolution ce truc. C'est une révolution. Ah oui, s'il fallait qu'on parle de ça, mais ça ne nous concerne pas directement, mais il y a des tonnes d'informations là-dessus. Ah ben, il y a des choses. L'opposition, les partis politiques, les trucs. Ça va tout chambouler. Oui. Et les contradictions au sein des différents partis, ceux qui sont pour et contre, l'UMP. Est-ce qu'on n'est pas justement, je ne vais pas dire des cobayes, mais en tout cas un laboratoire pour... je pourrais te dire que l'Alsace, où ils viennent d'essayer de faire une fusion, région et tout, pourrait l'être. Non, je crois qu'on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire réellement. Donc, ils font des choses peut-être différentes de ce que nous avons fait, parce qu'eux, ils vont faire des régions nouvelles. Mais ils sont en deux. Mais ils s'inspirent beaucoup, parce que moi, par exemple, j'ai vu des courriers passer au niveau d'un certain nombre d'hommes politiques venant de leurs confrères hexagonaux. Les interrogeants. Voilà. Alors, comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'il y a dans la loi? Tu as raison, Jules. Techniquement, comment vous avez vu tel problème, comment vous l'avez réglé? Parce que derrière tout ça, c'est quoi? C'est l'État français, la société française était extrêmement morcelée. Et ce morcellement servait les intérêts d'un État très jacobin. Là, on fait des mini-États. En faisant ça, les régions deviennent, ayant une taille largement supérieure et ayant sucré les départements qui divisaient encore les choses, on va vers le fédéralisme français. Et avec les grosses métropoles. Économique et juridique. C'est un pays fédéral, et tout le monde le sait, est beaucoup plus puissant. L'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis, le Canada, l'Inde, ce sont des pays fédéraux. Leur taux de croissance est beaucoup plus important. Prenons par exemple là un comparatif. Le moteur de la croissance allemande, ce n'est pas l'État allemand. L'État allemand, il est beaucoup plus faible que l'État français. Ouais. Ce sont les États allemands, les Länder. Et en faisant un comparatif, sur les 3 premiers mois, le taux de croissance français c'est 0, le taux de croissance allemand c'est 0,8, presque 1%. Sur un trimestre. Ouais. Quand on multiplie ça par 4, ça fait 3,2, ce qui est énorme en Allemagne, et ça fait 0. 4 fois 0, ça fait 0. Et dans un contexte en Allemagne où ils doivent augmenter les salaires, fixer un SMIC, changer les conditions de la production. Éliminer les petits jobs à 400 € par mois.
Il y a de la révolution là aussi. Hein. Revenons à notre petit pays et au 14e convoi pour la réparation. La première manifestation organisée par le mouvement international pour les réparations, le MIR. Le thème cette année, mais comme je vous le disais, c'est caribéen, africain, nous c'est nous-mêmes. Ouais. C'est ça, hein, c'est nous-mêmes. Enfin, nous sommes identiques, quoi. Ouais. C'est ça, c'est en traduction littérale. Il y a eu des manifestations qui ont débuté le samedi 10 mai par la rencontre de ce qu'ils appellent les comités nationaux pour les réparations de Guadeloupe, Guyane, Trinidad, Tobago, Saint-Vincent. L'exercice que je vous propose, c'est d'abord de vous informer que naturellement M. Garcin Malsa a procédé à l'ouverture des débats. De vous préciser que M. Raymond Théodose, maire de la commune de Rivière-Pilote, on ne peut pas retourner au municipal, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il est participant et exprimé la grande importance qu'il accordait à cette question révolutionnaire des réparations. Donc il est ensemble, alors qu'on sait que M. Marie-Jeanne a toujours dit que les réparations, bon, c'est pas sa préoccupation principale. Donc il y a des problèmes de fond, il n'y a pas que seulement des problèmes. Tu as dit Marie-Jeanne. Oui, que M. Marie-Jeanne, pour M. Marie-Jeanne, ça a toujours été une question secondaire, c'est secondaire. Je ne vais pas refaire la zizanie, je ne vais pas refaire l'historique de la zizanie de Modémas, etc., Sainte-Anne, etc. Mais je vais donc aller procéder à des citations de ce que les gens ont pu dire et vous demander votre avis. Je ne vais pas parler beaucoup. La vice-présidente du Modémas, Mme Milka Valentin, a salué la reconnaissance de fait du peuple martiniquais par le CARICOM qui a porté la question de la réparation au niveau de l'Union africaine et de l'ONU. Vrai, faux? C'est vrai. En fait, non, pas. Ce qui est vrai, c'est... Non, mais non, pas que le CARICOM, mais la reconnaissance du peuple martiniquais par le fait de la reconnaissance. Vrai, faux? On est dans... Pourquoi ça tu as l'air de te fatiguer? Non, mais bon, c'est assez classique. Oui. Non, mais il ne faut pas en parler. Il ne faut pas qu'on laisse les gens dire n'importe quoi. Non, on est là et on accepte n'importe quoi. Non, mais est-ce que c'est important d'en parler quand... Oui, parce que l'essentiel de notre imaginaire est occupé par... Le peuple martiniquais a été reconnu parce que le CARICOM a porté la question de la réparation au niveau de l'Union africaine et de l'ONU. Ouais. C'est ce qu'on appelle un artifice sémantique. C'est-à-dire qu'on prend une action, on colle une revendication et on dit que l'action... Oui, il faut que les militants, il faut que les intellectuels, il faut que ceux qui ont un petit peu de gouvernance, un petit peu de pouvoir... Et tu sais que tout ça, c'est en fait, c'est un savoir-faire en matière de communication. Parce qu'au contraire, ces gens-là auraient dû dire, mais vous voyez, nous sommes tous seuls là à nous battre dans un petit coin sur la reconnaissance de nos... comment dirais-je, de notre slogan de réparation, et puis des gens qui sont à côté, qui sont beaucoup plus puissants que nous, qui ont une ouverture internationale, mènent le même combat. Oh, c'est pas ça. Tu viens charger la barque avec l'histoire de reconnaissance du peuple. On s'en fout de la reconnaissance du peuple. On sait qu'on fait peuple, on sait que... Bon, alors on continue. C'est dommage. Monsieur Jean-Paul Kiko a expliqué qu'il faut abolir le code noir. Monsieur Jean-Paul Kiko, qui est le délégué de la Guadeloupe, qu'il faut procéder à l'abolition du code noir. J'ai lu ça dans un compte rendu. Mais non, mais le code noir, il est encore appliqué? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que j'adore. Je continue. Non, mais bonne réponse. Alors, le mec qui pose des bonnes questions, il ne fait pas de commentaires. Mieux encore. Est-ce que le code noir existe? Mieux encore, il dit. Non, en fait, tu aurais dû être beaucoup plus méchant que ça et dire où ça, en fait, dans quel pays est-il? Alors, je vais quand même vous expliquer ce qu'ils veulent dire, rapidement. Vous avez peut-être le petit opuscule de Monotuka qui dit qu'en droit, le code noir, en réalité, n'a jamais été aboli, que ça crée des syndromes psychologiques, qu'il y a... Bon, il ne faut pas que je me moque il est quand même docteur en droit. La reconnaissance du crime, et également qu'il faut procéder à la reconnaissance du crime de l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est fait. Il y a une loi. Il y a une loi. Bon, il veut peut-être dire, bon, les réparations qui en découlent, le crime qui entraîne un préjudice. Je continue. La réinscription de la Guadeloupe sur la liste des pays à décoloniser. Oui, mais ça ne dépend pas de lui, ça ne dépend pas de l'État français, ça dépend de l'ONU. Et il faut militer pour ça. Bon. Madame Marie-Alice Troudard du Modémas explique que la résilience est la capacité à transcender les horreurs de l'esclavage. OK? À ce moment-là, il faut transcender beaucoup d'horreurs. Hein. Et elle explique que pour pouvoir parvenir à une résilience, il faut parvenir avant à une réparation. Autrement dit, que nous aurons accès à la résilience
Donc, la capacité de transcender les horreurs, c'est-à-dire que sinon, les horreurs, on ne va pas les transcender, puis répéter peut-être nous, on va porter ça comme une charge. Elle fait une analyse qui est assez fine. Elle regarde ce qui se passe dans le monde moderne, c'est-à-dire que quand il y a un accident de la route, un accident d'avion, un truc, tant que le mec, on lui a pas donné du fric, il n'est pas guéri. Hein. Il n'est pas guéri. Bon. C'est un peu ça, en fait. Mais c'est dommage parce que cet amalgame-là. Pendant ce temps-là, il ne vit pas. Ben, cet amalgame-là. Ça ne joue pas pareil pour un accident historique. Ben voilà, c'est dommage de mettre ça sur le même plan. Bon, on continue. C'est de la com, en fait, tout ça. Parce qu'au fond, ce que ces gens-là portent comme message est porté par d'autres personnes dans le monde entier. Et moi, je partage ça. L'idée qu'il y a des moments où il faut venir avec son carnet de chèques. Très clairement. Parce que ce qui a été fait, alors plus on attend, moins c'est probant. Et pendant ça, tu portes la charge de la traite et de l'esclavage comme une sorte de malheur éperdu, tu as la tête pétée, tout ce qui se passe dans ta vie, tu raccroches ça à ça. Non, pas du tout. Moi je suis... Donc tu fais ta résilience, et puis tu demandes la réparation. Largement, simplement. Tu mets pas l'ordre, tu mets pas... On est d'accord, mais c'est ça que je voulais que tu dises. On est d'accord. Non, bien évidemment, mais comme je te dis, c'est d'abord un problème de communication. Et donc, faire de la guérison... faire de la réparation préalable à la guérison, c'est une erreur. Ça veut dire qu'on va décider qu'on va rester malade. Non, enfin, allons plus loin, c'est un mensonge. Ouais. Okay? Par contre, dire, messieurs, vous avez obligé un État comme l'État haïtien à vous donner l'équivalent de 20 milliards d'euros. Ribayo et l'agent. Ribayo, puisque 20 milliards d'euros, ça part un bazote. Alors, anecdotiquement, que le point pas vers cette appropriation de son histoire de soi-même, c'est refuser le vocabulaire colonial et le refus de l'imaginaire colonial. Ne laisse pas Jules de parler. Toi qui es un homme de sémantique, d'écriture, de lire ou bosser pour la fac là tous les jours, est-ce qu'il existe un vocabulaire colonial? Est-ce qu'il existe un imaginaire colonial? Oui, il paraît, par exemple, le fait de dire métropole tout le temps. Ah ouais. C'est un vocabulaire colonial. Et c'est un imaginaire colonial aussi. Oui. Je vais citer les résultats d'une étude qu'on fait régulièrement. Et ça peut peut-être intéresser les gens. On demande aux gens quel est le premier mot qui leur vient à l'esprit quand ils entendent Martinique. De la fin des années 90 jusqu'à 2006-2007, de manière régulière, les mots qui venaient faisaient partie du vocabulaire hédoniste. Plage, mer, climat, soleil, et doudouiste. Okay? Je parle des Martiniquais. Maintenant, et depuis, on va dire, 2008 à peu près, les premiers mots qui viennent, c'est mon pays, mon île, ma fierté. Et donc, on est passé. Et c'est là que ces gens-là sont en rupture avec leur population. C'est-à-dire que, tu vois, ils sont enfermés, ils sont dans un discours nationaliste pur et dur, alors que la population est déjà passée au discours hyper nationaliste. Mais de façon soft. Voilà. Soft, équilibré, en ayant fait leur résilience, en ayant déjà intégré des choses. Voilà. David Commission de la Barbade explique qu'il faut que nous nous reconnaissions concrètement tous comme frères et sœurs de la Caraïbe, et non pas théoriquement. Moi, ça m'a plu. Oui. Bon. Il a évoqué les aspects négatifs de la colonisation, mais il a aussi expliqué que ça a permis des processus de résistance, mis en place par les déportés pour pouvoir résister aux crimes, et que ça relève du positif. Voilà. Barbade. Ben oui. Barbade. Monsieur Cacon sur un pays, quoi. Monsieur participe à un pays qui se fait, quoi. Il n'est pas dans un état de. Bon. Il Jaguéry. Monsieur Jaguéry. Bon. Alors. Bon, naturellement, il y en a qui sollicitent une résolution en faveur des réparations au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. La dynamique de la réparation mettrait fin aux inégalités criantes de ce monde. Bon, ça c'est un peu excessif, c'est la synergie, la dynamique de groupe. La réparation de... Alors, par contre, des choses intéressantes, c'est que la réparation de soi... Alors ça, je vais vous dire qui c'est. Ça, c'est un
Kafra Cambon de Trinidad qui parle de nécessité de la réparation de soi, qui est un aspect fondamental, soi-même, quoi. C'est fanon, quoi. Je ne porte pas l'esclavage, je ne suis pas esclave de l'esclavage, et que l'exigence de poser un regard critique sur nous-mêmes. Ouais. Les deux qui sont des pays souverains ont un langage excessivement cohérent et concret. Moderne. Et moderne. Nous devons, et puis je le cite encore, nous devons nous comprendre nous-mêmes, et comprendre l'autre aussi. Ouais. Intéressant comme problématique. Et puis je sais pas, c'est vrai que ce discours de dire que est-ce que justement se reconnaître, se sortir de la blessure n'est pas justement se relever pour dire que ça te fait moi, ça te fait moi. On l'a toujours. Est-ce que c'est pas une grande partie de la réparation? Oui. Est-ce que c'est pas ça? Parce que bon, à demander, ah ouais, je te fais moi toujours, ouais, réparer. Non, il faut que d'abord qu'on puisse... Toi, tu te réhabilites toi-même. Oui. Je crois que enfin, je sais pas, nier cette notion de... Il faut absolument réparer. Je crois qu'on a, en nous, cette capacité de nous réparer nous-mêmes d'abord. De nous auto-réparer, c'est pas joli comme expression. Oui, non, mais commencer par nous respecter aussi. Entre nous, oui. Moi, je crois que le drame, entre guillemets, vient du fait que, quand je reprends ton expression, où tu dis « zot fait nous, ça zot fait nous », ok? C'est qu'il y a des gens qui disent ça, mais il n'y a personne qui écoute ce message-là. C'est-à-dire que celui qui a fait, il a disparu. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire le type qui a fouetté, le type qui a blessé, qui a tué, qui a massacré, il a disparu. Et il n'a même pas de représentant, ni même d'avocat. Donc, c'est clair. Il a entre-temps établi un système politique, sociétal, idéologique, totalement différent. De consommation, etc. Il a dénoncé, c'est aussi... Lui, il a muté. Ouais. Il a muté. Et c'est lui qui est en face et après son arrière-petit-fils. C'est d'un ridicule. On tient le même discours. C'est d'un ridicule. Or, il y a une deuxième image qui peut être forte, c'est que le Trinidadien et le Barbadien, lorsqu'ils sont face au monde, ils n'ont plus, parce que ça a été quand même le cas pendant un moment, ils n'ont plus cette espèce d'image où il y a quelqu'un qui va leur tenir la main, quoi. Tandis que le Martiniquais et le Guadeloupéen, ils sont encore là en se disant personne ne peut gagner la main, personne ne peut être la main, mais nous pas abuser ça encore, ça finit. Puisque personne ne peut venir chez nous. Les types, ils sont sur autre chose, quoi. Or, tu vois, la main est encore là en se disant, moi, je vais refuser de donner ma main. En fait, personne ne va venir te donner la main. Nous continuons à chercher la main. Voilà. De manière implicite, nous continuons à chercher la main. Ou nous continuons à chercher l'affrontement de la prise de la main. Or, le Trinidadien, je veux dire, le mec se démerde. Non, puis de temps en temps, on va toucher à la main, on descend chez le préfet. On descend chez le préfet. On soumet nos problèmes à la justice. Je ne sais pas si vous avez vu le recours de Sainte-Anne contre les élections municipales, mais c'est touchant. C'est touchant. J'ai rien contre le recours à la main, de temps en temps. C'est touchant. La main salvatrice. C'est touchant. Bon, alors, plus marrant. Fuck France and fuck Deschamps. What a shit manager. Alors, traduction, nique la France, nique Deschamps, quelle coche de merde, a écrit Madame Samir Nesri. Samir Nesri. Ouais. Et puis, avant de rajouter, au cas où vous n'auriez pas compris, je répète, fuck la France, c'est-à-dire que je nique la France, fuck Deschamps, et puis elle ajoute un tweetos, c'est celui qui fait un tweet, et répond, oui, j'insulte une nation de racistes, point barre, point à la ligne, hashtag, point à la ligne. Tout ça parce qu'il n'y a pas bouclier. C'est un peu disproportionné. Mais il faut renvoyer une photo, il faut mettre les joueurs de l'équipe de France comme ça, on fait une photo et envoyer à Madame Nasri en lui disant, regarde, combien de blancs il y a dans cette équipe? Tu sais, il n'y en a plus beaucoup. Parité blanc dans l'équipe, c'est arabe, nègre, donc parité blanc. Ou bien fils de Polonais, ou fils de... Donc, Zafé raciste là, c'est pas l'argument. Mais Samir Nasri a été beaucoup plus calme, tout en n'étant pas très original, puisqu'il a répondu « Ceux qui ne tuent pas rendent plus fort ». Bon, il faut quand même savoir que le gars, il a été champion de France à Manchester City pour la troisième fois. Champion d'Angleterre. D'Angleterre, pardon. Non, mais Deschamps lui-même a dit aussi que
comment dire ça, ce que Nasri donnait en équipe de France ne lui plaisait pas et il n'a jamais été à la hauteur de ce qu'il faisait en Angleterre. Si vous gardez mal élevé, si vous gardez mal élevé en équipe de France, il faut un star, bon, éliminé. Attends, tout ça de talent qu'il y a derrière, si vous gardez discipliné, on a mis le banc, tu es banni. Mais oui, terminé. Alors, il y a un truc que j'ai trouvé marrant. Et il n'est pas le seul, hein. Différents boucs, il n'y a pas pour là. Jérémy Berthold a manié l'humour en citant sa femme. En disant sa femme. Oui. Merci d'échange de ne pas avoir pris mon mari, j'en ai besoin pour les tâches ménagères. Mignon, hein? Bon, on va venir à notre tweet, ça s'appelle des tweets pas plus sérieux, mais enfin plus acides. C'est celui du député des Français de l'étranger, Monsieur Thierry Mariani, vice-président quand même de l'UMP, qui a envoyé mercredi matin mercredi dernier, le tweet dont je vais vous lire le contenu. L'enlèvement par la secte Boko Haram rappelle que l'Afrique n'a pas attendu l'Occident pour pratiquer l'esclavage. Et il a ajouté hashtag c'est deux barres, c'est dièse quoi, le mot dièse quoi. Hashtag déculpabilisation. Comme on dit, on n'a pas à porter comment ça s'appelle, le fardeau de l'homme blanc. C'était ça. Hein. Alors voilà. Bon, alors si vous voulez, on va parler un petit peu de la contre-offensive des penseurs occidentaux par rapport à la grosse offensive que les penseurs négristes, quoi, la culpabilisation alors, il y a effectivement, j'ai lu un peu dans la presse, je vais vous faire la synthèse si vous voulez, grosso modo, de leur argumentaire. Ce qui est le suivant. D'abord, l'esclavage n'était pas l'apanage de l'Occident. C'est pas blanc seulement qui était esclavagiste. Et que la mémoire était gommée de l'esclavage des Blancs, que les Blancs eux-mêmes, ils ne remontent pas au servage, ils parlent d'esclavage, on est bien précis. Essentiellement chrétiens, réduits à la servitude par les Arabes, of course, fait d'une pierre deux coups, à partir du XVIe siècle et jusqu'au XIXe siècle. Alors la question se pose, pourquoi les Occidentaux ont oublié ce dont les Noirs se souviennent si bien? Alors ça fout en l'air la théorie que quand les histoires de chasse seront racontées par les lions, etc. Monsieur, bon, vu comment on renverse le truc, les Blancs ont été esclavagisés, mais les Blancs n'avaient pas d'historien pour raconter leur esclavage. Enfin, c'est ce qu'ils nous racontent. Notamment un monsieur Robert C. Davis, qui a écrit Christian Slaves, Muslim Masters, ça veut dire esclaves chrétiens et maîtres musulmans. À Palgrave Macmillan, qui est une maison d'édition américaine, qui explique que c'est la faute des historiens. Les historiens français ne sont pas européens, occidentaux ne sont pas bons. Ils ont étudié minutieusement, tellement ils les aimaient, l'esclavage des Noirs africains par les Blancs. Ils ont complètement ignoré, superbement ignoré, dit-il, l'esclavage des Blancs par les Arabes nord-africains. Voilà l'une des premières explications. C'est pas un peu fort le café, hein? C'est comme Non mais on est. Non mais là encore, je pense qu'il faut prendre énormément de recul par rapport à ça, en se disant mais à quoi ça sert? Parce qu'il y a des gens qui disent bon, laissez parler, etc. Ah non. Ça, il faut pas les laisser parler. Pas les laisser parler. Parce que derrière tout ça, ça se traduit. Donc il y a une pensée, on va dire théorique, donc un certain nombre d'intellectuels qui balancent des idées. Ces idées sont récupérées par des associations. Ces associations nourrissent des partis politiques et ces partis politiques nourrissent des élus et ces élus prennent des décisions. Voilà. Et il y a le cheminement de ces pensées. Ça veut dire la décision de ne plus fêter le 10 mai dans sa commune. La décision de supprimer les fonds, une association sur les droits de l'homme, etc. C'est du concret, quoi. C'est très concret. C'est-à-dire que ça part de l'intellectuel qui balance. Merci, Eddy. Et puis ça finit par une décision d'un conseil municipal qui va exclure telle association ou qui va dire que les jeunes sont bannis de telle école, l'origine, etc. Voilà. Bon. Alors, donc c'est important d'en parler. D'attaquer le débat à la source. Oui. Donc, alors, un argumentaire, la côte barbaresque du Maroc à la Libye fut le lieu d'une industrie prospère de rap d'êtres humains de blancs. De 1500 jusqu'à 1800, les capitales esclavagistes des blancs étaient unies à Alger, Tripoli-Issa, la traite occidentale. Bon, tout bonnement. La traite occidentale était mercantile, c'était du business, de l'argent. Pour les Arabes, la traite des chrétiens participait d'un esprit de revanche,
était méchante, liée aux croisades et à la Reconquista espagnole. Autrement dit, les musulmans, c'est toujours des méchants. Même tous les gens qui terroristes après ça, qui à l'époque, les esclavages occidentaux et blancs étaient des types qui étaient pour le business. Il n'y avait aucune. Les instruments de torture que l'on voit sur les gravures et tout, l'alignement dans les bateaux, non, c'était du business, c'est pas grave. Alors, dès l'arrivée en Afrique du Nord, on faisait défiler chrétiens et chrétiennes dans les rues pour les humilier. On les couvrant d'immondices, on rasait les nouveaux esclaves pour les soumettre davantage, y compris sexuellement. C'est-à-dire que ton arrière-grand-mère, regardez, tu coules échappé là, il n'est pas été soumettre en bagaille. Jude, ou bon, tu me plis, mais fait quand même, ou pas tout à fait togolais d'origine. Bon, quant à moi, mon chapeau belle. Sur les galères où ils étaient fouettés au moyen de pénis de bœuf. Comme un scientifique historien un peu qui les connaît comme ça. Le fameux nerf de bœuf, c'est un pénis de bœuf. La queue bœuf là, et que monsieur transformer ça en pénis de bœuf, prendre la symbolique encore plus forte. Alors combien fait-il? Alors, des recherches gigantesques ont été menées pour évaluer le nombre de Noirs esclaves, mais pas pour les Blancs. Les Blancs ont été discriminés historiquement. Mais je vous dis, c'est extraordinaire. Alors, selon la méthode d'estimation de ce fameux devise dont je vous ai parlé, entre 1530 et 1580, il y a environ 1 250 000 chrétiens européens blancs, écoutez bien les chiffres, 1 250 000 Européens blancs ont été déportés et que en conclusion de tout ça, il y aurait 11 millions d'esclaves qui sont partis d'Afrique vers les Amériques ou les îles de l'Atlantique entre 1450 et 1800, 11 millions, et 17 millions d'Africains noirs ont été déportés par les négriers d'Orient de 650 jusqu'à 1920. 11 millions d'esclaves sont partis d'Afrique vers les Amériques et 17 millions d'Africains noirs ont été déportés par les négriers d'Orient, alors que pour les Blancs, il y aurait eu 1 250 000 chrétiens européens blancs qui auraient été déportés. Alors tu ajoutes à la faute des Arabes 1 250 000 chrétiens blancs, tu rajoutes 17 millions d'Africains noirs, et donc ils sont plus salopards que les Blancs qui eux n'ont déporté que 11 millions d'esclaves d'Afrique vers les Amériques ou les îles. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Mes sources sont le New York Times, traduction d'articles du New York Times, etc. Et puis, il te parle de la condition de l'esclave noir en terre d'islam, en te disant qu'aucun noir en terre d'islam n'a pu revenir pour raconter ce qui est arrivé, tellement c'était barbare. Et puis, il te dit aussi, tu lis ça, tu dis, mais c'est vrai. Et puis, il te dit aussi, tu accrédites presque ça. Il te dit aussi, par contre, la traite atlantique a bénéficié d'une certaine connaissance, parce qu'il y a eu, les Noirs ont pu raconter, il y a eu la case de l'oncle Tom, ils ont pu apprendre à lire, à écrire, et que l'essentiel, ce qui compte, c'est de pouvoir maintenir l'occidental et lui seul, tête basse, vide des mémoires de ses propres souffrances, en position de génuflexion. Eh oui. Comme tu disais, on prend ça, on met ça dans les sections du FN, on dit voilà ce qu'ils font de nous, voilà ce que les intellectuels, les confiants, les Duranty, les Margeaux veulent faire de nous, les soumis veulent nous mettre en génuflexion, etc. Mais ne nous laissons pas faire. Quand dit Bouga, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et il faut qu'on en parle parce que ce qui s'est passé, c'est que même au sein d'associations comme Tous Créoles, dont j'ai été le défondateur, il y avait des gens qui essayaient d'accréditer, de prendre en considération ce genre de raisonnement, qui nous faisaient passer des fiches, d'abord sur l'esclavage contemporain, celui des Philippins, etc., celui de la Mauritanie, parce qu'on sait que les Blancs, il y a des existants, d'accord. Pour nous dire, bon, comme un peu pour nous affaiblir dans la démarche que nous avions de dénoncer l'esclavage. Alors je les envoyais baldinguer, et puis jusqu'au moment où, effectivement, sans démissionner, je me suis un petit peu éloigné, parce que la problématique, elle est simple. La créolité, c'est pas se battre, ou c'est pas contre l'esclavage ou justifier. Moi, ce qui m'a toujours étonné dans cette histoire, c'est que on ne laisse pas les gens dire ce que ça a été, raconter dans les détails. Parce que on sait, c'est comme, et j'aime bien faire le parallèle, c'est comme la Shoah. On ne laisse pas, quand quelqu'un, par exemple un juif vient et dit voilà ce que ça a été la Shoah, ben, les gens ne les laissent pas parler. C'est dur. Ils disent, mais, oui, d'accord, mais bon. Dur, alors, nous, pareil, je veux dire, on dit, bon, l'esclavage, on va vous raconter très concrètement ce que c'est.
une journée. Un bémol, Eddy, c'est qu'il y a eu un petit peu de film. Ça n'est que maintenant que tu commences à voir avec le film. Pour une raison simple, c'est que les Juifs ont financé. Oui. Nous, ils ont vaincu. Ils ont quand même, par l'art, par la littérature. Oui, ils ont quand même vaincu ce mur du silence. Tout à fait. Mais ce mur de la surdité. Non, mais je parle pas de la. Tu parles au quotidien. Au quotidien, voilà, au quotidien. C'est-à-dire que dans un débat, c'est vrai que la culture est là pour témoigner. Mais au quotidien, je regarde ça par exemple dans des émissions de télévision où un type commence à dire ouais, et puis tout de suite il y a une espèce de ouais, mais vous allez pas revenir. C'est pas télévisuel. Non, mais faut arrêter. Pour une raison simple. Et moi j'aime bien comparer ça. On nous raconte quand même régulièrement et jusqu'au bout les souffrances du Christ, quoi. Tu vois, on ne dit jamais un chrétien, bon, crucifixion. Oui, on lui dit pas, ouais, mais il est ressuscité. Tu vois, pas gonfler-nous et puis vous avez ressuscité, vous avez dit qu'il est ressuscité. Tu vois, alléluia. Et ça, tu vois, c'est bien que derrière, il y a des idéologies en construction. Et pour faire vite, des idéologies négationnisme de la souffrance humaine. De l'intolérance. Ouais, de l'intolérance. Oui, tu dis et pourquoi? Alors, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Pour pouvoir recommencer. Ouais. Tu nies la capacité sanguinaire, diabolique, satanique de l'homme. Pour l'inhumanité. Tu dis que l'homme ne peut pas être inhumain. Ça va. Donc, pour nous recommencer. Ah ben voilà. Il faut lutter contre ça. Belle chute pour finir l'émission. Bravo. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. À la semaine prochaine avec, j'espère, des thèmes aussi intéressants et puis sur un temps aussi enjoué, mais malgré tout profond. Oui. Bonsoir. L'émission sur YouTube. Oui.